Les origines du berger allemand remontent aux années 1895 quand un éleveur, Sparswasser, obtint le premier sujet de l'arbre généalogique du berger allemand, Hector Linskrein, grâce à une série de croisements entre chiens bergers d'Allemagne et plus précisément des bergers de Souabe, de Thuringe et des chiens du Württemberg. Mais le véritable père historique de la race fut le capitaine de cavalerie Max von Stephanitz, qui acheta Hector Linskrein, le rebaptisa Orand von Grafat, premier inscrit dans le livre d'origine, Zugbuch, de la race sous le numéro SZ1. Après Orand von Grafat, il y eut d'autres sujets qui contribuèrent à la lignée de l'élevage du berger allemand, comme Clodo von Boxberger ou bien Utz von Ausschütting, le Siger de 1929. Citons aussi Rolf von Osnabrücker, jusqu'à arriver à des sujets comme Quanto von den Wienerau, Mutz von den Pestierfarm, Uran von Wildsteigerland, qui influencèrent tous fortement la production mondiale avec les innombrables accouplements qui furent effectués. Le berger allemand est certainement la race la plus répandue et la plus connue dans le monde entier. C'est le chien par excellence, mais il n'est pourtant pas toujours apprécié à sa juste valeur. Cette cassette entend faire connaître la race d'une manière plus approfondie, révéler ses secrets à ceux qui les ignorent et faire apprécier davantage ses qualités. Les images qui suivent vous montreront comment ce magnifique animal est employé dans toutes les activités cynophiles. C'est un chien fort bâti pour le mouvement, qu'il exécute avec une harmonie et une plastique rare. Il est doué d'une grande attention, de vigilance et de désinvolture. Les nerfs solides, il est fidèle et incorruptible. Combatif lorsqu'il faut, mais toujours docile envers son conducteur. Décidé et courageux, il mène à bien avec joie toutes les tâches qui lui sont confiées. C'est du reste le chien choisi par les polices du monde entier pour accompagner l'homme dans la lutte contre la criminalité. Son flair remarquable en fait un auxiliaire irremplaçable et infaillible pour les opérations anti-drogue, anti-sabotage, anti-séquestre, ainsi que dans les actions de recherche des criminels ou des personnes disparues. Des centaines de bergers allemands sont sélectionnés et dressés chaque année pour les unités cynophiles dans toutes les écoles de police du monde. Il possède une structure de grand trotteur qui lui permet de conserver sans fatigue le museau en contact avec le terrain et donc de suivre les pistes avec une grande sûreté, ainsi qu'une solidité et un caractère rustique qui en font également le préféré des unités cynophiles de secours alpins dans toute l'Europe. Tous les ans, ces chiens font la preuve de leur capacité en sauvant d'une mort certaine plusieurs dizaines de personnes enterrées sous des avalanches ou des éboulements. Dans la protection civile aussi, les unités cynophiles volontaires de secours préfèrent cette race pour leurs interventions de recherche des personnes en surface ou sous les décombres. Des milliers de personnes privées de la vue confient en fait leur vie à un berger allemand pour se faire mener partout. Toujours vigilants, prêts à éviter tous les obstacles, ces chiens sont choisis justement pour leur docilité et la facilité de dressage. Mais dans cette liste impressionnante de spécialités du berger allemand, n'oublions pas la première utilisation pour laquelle cette race fut sélectionnée à l'origine, à savoir la protection des troupeaux. Une activité aujourd'hui dominée par les croisements les plus bizarres, mais qui en effet nécessite toute la bravoure du berger allemand. Il y a toujours intérêt à acheter un berger allemand auprès d'un élevage. Le chien doit posséder de bonnes caractéristiques au niveau morphologique et fonctionnel et un caractère équilibré. Il faudra prêter une attention particulière à l'état de santé général des parents du chiot que l'on veut acheter.
Il est capital de vérifier qu'il n'est pas atteint de dysplasie, une affection héréditaire qui peut compromettre sa vie future. Les chiots commencent à ouvrir les yeux à 12 à 15 jours environ. Ils tentent quelques pas mais sans grand succès car ils perdent souvent l'équilibre. Le sevrage se fait autour des 25 jours et au même moment on commence les premières sorties pour explorer le monde extérieur. À 45 jours, ils marchent, trottent et courent. Le sevrage est terminé. Les chiots mangent comme des loups. Ils peuvent quitter leur mère et commencer une vie indépendante. Il y a un phénomène à ne pas rater car il ne se produit qu'une fois, c'est le fameux imprinting. Pendant la période qui va de la 3e à la 6e semaine, le chiot reconnaîtra de manière irréversible sa mère comme son semblable, puis l'homme, et il mémorisera pour toujours les expériences de type social qu'il vivra alors. Le jeu est essentiel parce que de nombreux comportements se développent à travers lui. L'instinct prédateur, la possessivité, la curiosité, le tempérament, la capacité à socialiser avec l'homme. En jouant avec leurs frères et sœurs et avec les adultes, les chiots apprennent les systèmes de communication et les comportements sociaux. À 60 jours, le chiot de berger allemand ressemble à un petit ours maladroit et grassouillé, mais on peut déjà commencer à lui mettre une laisse en prenant garde de ne pas traîner l'animal, mais en essayant de se faire suivre avec joie et enthousiasme. À 4 mois, le chiot distingue les étrangers de son maître et des membres de sa famille. Il peut commencer à apprendre plusieurs choses comme de s'asseoir sur ordre, reconnaître son nom et l'ordre non, qui doit être associé à toute action interdite. Entre 6 et 12 mois commence le dernier grand saut de croissance. L'alimentation devra donc être abondante, en particulier pour les mâles. Les femelles ont leur première période de chaleur et les mâles achèvent leur développement sexuel. Les oreilles sont définitivement dressées, mais les proportions entre les différentes zones anatomiques du corps sont encore imparfaites. C'est une période difficile, comparable à l'adolescence chez les humains. Le chien commence à distinguer le danger, mais il n'est pas encore suffisamment sûr de lui pour l'affronter. C'est le pire des moments pour acheter un berger allemand car c'est le moment où il a besoin du soutien d'un conducteur stable et d'un milieu connu et rassurant. Le propriétaire peut commencer le dressage à l'obéissance. À 12 mois, c'est presque un adulte, simplement moins mûr et plus léger. Il cesse alors de tout détruire et de tout ronger. Son sentiment de sécurité envers les étrangers augmente. Mais il se soumet encore face à un chien plus âgé, même de petite taille. Il commence à monter la garde et pour le mâle, à marquer son territoire en levant la patte quand il urine. À 18 mois, la femelle est déjà presque formée. Le mâle, lui, doit encore finir de se développer. À 24 mois, son poil, sa couleur et sa conformation sont définitifs. Le chien est sûr de soi, attentif et capable d'apprendre. Il est maintenant en mesure d'imposer sa personnalité vis-à-vis des hommes et de ses semblables. À ce sujet, il faut avoir subi un programme d'éducation correct afin d'établir une bonne notion de hiérarchie avec l'homme en tête, sans recourir à des violences ou punitions inutiles. Un chien bien élevé respectera toujours son maître, le chef de meute, et les membres de sa famille. Construisons à présent un berger allemand. Les images suivantes nous montreront quelles sont les caractéristiques morphologiques idéales pour cette race. De taille moyenne, légèrement allongé, fort et bien musclé, avec une ossature sèche et une structure solide. La hauteur au garrot est de 60 à 65 cm pour le mâle et de 55 à 60 cm pour la femelle. La longueur du tronc dépasse cette mesure de 10 à 17% environ. Équilibré, les nerfs solides, sûrs de lui, désinvoltes et, sauf provocation, d'un excellent naturel. Il doit également être vigilant et docile afin d'être idoine comme chien de compagnie, de garde, de défense, de service et de berger. Enfin, le courage, la combativité et une bonne trempe ne doivent pas lui faire défaut. Sa tête en forme de pyramide tronquée est proportionnelle à la taille, longueur de 40% environ de sa hauteur au garrot. Elle ne doit pas être massive ni trop allongée, sèche dans l'ensemble et de largeur modérée entre les oreilles. Qu'on le regarde de devant ou de côté, le front est légèrement convexe, sans sillon médian ou alors très léger. Le rapport crâne-museau est de 50-50.
La largeur du crâne correspond environ à sa longueur. Le crâne correspond environ à sa longueur. Vu d'en haut, la tête se rétrécit régulièrement vers le museau cunéiforme, des oreilles à la truffe. Le stop est peu prononcé. Les mâchoires supérieures et inférieures sont fortes et bien développées. Le chanfrein est rectiligne. Un chanfrein creusé ou de mouton est à proscrire. Les lèvres noires sont bien tendues et bien fermées. La truffe doit être noire. La denture doit être robuste, saine et complète, 42 dents conformément à la formule dentaire. Le berger allemand possède une mâchoire articulée en ciseaux, c'est-à-dire que les incisives de la mâchoire supérieure doivent coïncider en ciseaux avec celles de la mâchoire inférieure. Une dentition en tenaille, ou bien qui dépasse en haut ou en bas, est à considérer comme défectueuse. Il en va de même pour de larges interstices entre les dents éloignées les unes des autres. De même, les incisives ne doivent pas être disposées en ligne droite, mais légèrement en arc de cercle. Les deux mâchoires doivent être bien développées et solides, de manière à ce que les dents soient logées en profondeur dans les gencives. Les yeux, ils sont de grandeur moyenne en amande, légèrement obliques et pas saillants. Leur couleur doit être la plus foncée possible. Un œil clair, perçant est à éviter parce qu'il altère l'expression du chien. Les oreilles du berger allemand sont de taille moyenne, dressées, orientées dans la même direction, pas insérées de côté et se terminent en pointe. Les pavillons sont tournés vers l'avant. Les oreilles pendantes ou pliées sont mal vues. En revanche, les oreilles en arrière, pendant le mouvement ou en position de repos, ne sont pas considérées comme défectueuses. Le cou doit être solide, musclé et sans fanon. Son inclinaison par rapport au tronc, à savoir sur l'horizontale, correspond à environ 45 degrés. Le tronc, la ligne de dos se développe sans cassure depuis le cou vers le garrot, bien relevé, et le dos juste légèrement incliné par rapport à l'horizontale, jusqu'à une croupe légèrement oblique. Le dos est solide, robuste et bien musclé. Le rein est large, robuste et bien musclé également. La croupe doit être longue, légèrement inclinée, de 23% environ par rapport à l'horizontale, et découler sans interruption de la ligne de dos vers la naissance de la queue. La poitrine, elle doit être modérément large, sa partie inférieure doit être la plus longue et le mieux développée possible. La hauteur du thorax doit correspondre à 45 à 48 degrés de la hauteur au garrot. Les côtes doivent être légèrement convexes. Le thorax en tonneau comme le thorax plat sont des défauts. La queue, elle doit arriver au moins jusqu'à la hauteur du jarret, mais pas au-delà de la moitié du métatarse. Dans la partie inférieure, son poil est un peu plus long. Elle est portée tombante, décrivant une légère courbe, alors que quand le chien est excité ou en mouvement, elle se courbe davantage, mais sans jamais aller au-delà de l'horizontale. Les queues raccourcies artificiellement ne sont pas admises. Les membres. De face comme de profil, les membres antérieurs sont droits et de face absolument parallèles. L'omoplate et l'humérus possèdent la même longueur et adhèrent bien au tronc par une forte musculature. L'angle idéal entre les deux est de 90 degrés, en général jusqu'à 110 degrés. Aussi bien à l'arrêt qu'en mouvement, les coudes ne doivent être ni décollés ni serrés. De face comme de profil, les avant-bras sont droits, secs, musclés et absolument parallèles l'un à l'autre. Le métacarpe possède une longueur d'environ un tiers de celle de l'avant-bras et forme avec ce dernier un angle de 20 à 22 degrés environ. Un métacarpe trop incliné, plus de 22 degrés, ou trop peu, moins de 20 degrés, compromet le rendement et tout particulièrement la résistance. Les pieds sont ronds, bien serrés et arqués. La sole en est ferme mais non crevassée. Les ongles sont forts, d'une couleur foncée. Les membres postérieurs sont dans une position légèrement en arrière, alors que les aplombs vus par derrière doivent être parallèles entre eux. Fémur et tibia ont approximativement la même longueur et forment un angle de 120 degrés environ. La cuisse est forte et bien musclée. Les jarrets sont robustes et solides et le métatarse est perpendiculaire au jarret. Le mouvement, le chien de berger allemand est un trotteur. Ses membres doivent avoir des proportions et des angles convenables. Ainsi, sans oscillation notable de la ligne de dos, les postérieurs peuvent avancer jusqu'à mi-longueur du corps et l'avant s'allonger.
Une angulation excessive diminue la solidité et la résistance et donc compromet l'aptitude à l'emploi. Les proportions et angles corrects entraînent un mouvement ample et au ras du sol, qui donne à l'observateur l'impression d'une allure très fluide et très aisée. Dans un trot calme et régulier, la tête tendue vers l'avant et la queue légèrement relevée donnent de la pointe des oreilles à l'extrémité de la queue, en passant par la nuque et le dos, une ligne de dos souple et sans cassure. La dysplasie de la hanche, à savoir le développement anormal de l'articulation coxo-fémorale, est une pathologie due à l'altération des rapports normaux entre la tête du fémur et la cavité cotyloïde. Du point de vue clinique, la dysplasie présente des symptômes variables en fonction de sa gravité. Cela peut aller d'un léger boitement qui se manifestera lors d'un exercice physique intense à des formes très graves où le chien ne parvient pas à se tenir à quatre pattes. Cette pathologie entraîne également une altération du mouvement de trot où l'on pourra observer une tendance à croiser les membres arrière et de la course avec une allure sautillante car le chien protège l'articulation malade en remplaçant la locomotion normale par des mouvements qui demandent moins de mobilité à la hanche. La peau est adhérente et soulevable, mais sans former de plis. Le berger allemand doit posséder un poil dur avec sous-poil. Le poil de couverture doit être le plus dense possible, rude et couché. Sur la tête, dans la partie intérieure des oreilles, sur le devant des membres, aux pieds et sur les doigts, le poil doit être court, alors qu'il est un peu plus long et plus fourni sur le cou. Sur la partie postérieure des membres, le poil s'allonge respectivement jusqu'à l'articulation du carpe et jusqu'au jarret. Sur la partie arrière de la cuisse, il forme des pantalons modérés. La robe doit être noire avec des marques brun-rouge, brun, jaune ou gris clair. Noir ou gris unicolore avec des nuances grises plus foncées, selle et masque noir. Les petites taches blanches sur le poitrail ou la couleur très claire de la face interne des membres ne sont que tolérées. Quelle que soit la couleur, la truffe doit toujours être noire. L'absence du masque, l'œil clair jusqu'à perçant, les taches si claires qu'elles en sont blanchâtres sur la poitrine et à l'intérieur des membres, les ongles clairs et la pointe de la queue rousse sont des signes qui révèlent une pigmentation médiocre. Le sous-poil possède une tonalité légèrement grise. Le blanc n'est pas admis. Taille, poids. Pour les mâles, hauteur au garrot de 60 à 65 cm, poids de 30 à 40 kg. Pour les femelles, hauteur au garrot de 55 à 60 cm, poids de 22 à 32 kg. Les mâles doivent posséder 2 testicules normalement développés, tous deux descendus dans le scrotum. Toute altération ou différence par rapport au standard est à considérer comme un défaut plus ou moins grave. Et voici notre chien de berger allemand bien aimé qui conserve après bien des années une énergie remarquable et une envie de jouer infinie. Attention cependant, tout dépend du maître. Avec son ami Arthur Meyer, Max von Stefanitz fonda également la société spécialisée qui existe encore en Allemagne avec le sigle SV. La SV est le club de race pour la propagande et la divulgation du chien de berger allemand dans le monde. Son siège est en Allemagne et elle compte plus de 200 000 associés sur tous les continents. L'activité sociale du club se fait à travers les différents camps de dressage, lieux où l'on se retrouve pour entraîner et préparer les meilleurs sujets aux expositions officielles. En Allemagne, chaque année au début de septembre, se tient le championnat social d'élevage. Plus de 2000 chiens inscrits se disputent les divers titres. La foule qui assiste à cette manifestation, toujours organisée dans de grands stades, participe avec enthousiasme. Pour tous les sujets, le jugement est porté en 2 moments. Il y a le jugement à l'arrêt et le deuxième jugement en mouvement sur le ring avec tous les autres concurrents. Le juge fait avancer à sa discrétion tous les sujets jugés jusqu'à arriver à un classement final. Les mentions décernées sont excellents, très bons, bons, assez bons. Les meilleurs sujets conquièrent les titres prestigieux de Sieger et Auslese. Les concurrents de la classe travail doivent également passer un test de caractère qui pourra être classé comme prononcé, présent ou insuffisant.
Mais comment un chien arrive-t-il en classe travail? Voici comment cela fonctionne. Les tests de travail se répartissent par degré de difficulté en premier, deuxième et troisième brevet, chacun prévoyant 3 sections qui sont la piste section A, l'obéissance pour la section B et enfin la défense pour la section C. Les images que nous voyons représentent des exercices de troisième brevet. Sur la piste, qui doit avoir une longueur de 800 pas environ, le chien doit retrouver 3 objets et exécuter 4 angles droits. Le premier objet est placé à environ 100 pas du départ, le deuxième vers la moitié du parcours et le dernier en fin de piste. Dans la section B, le chien doit réaliser une série d'exercices d'obéissance où nous le voyons marcher aux côtés de son conducteur, s'arrêter sur demande, rester en position terre, accourir au rappel, aller reprendre l'objet lancé au-delà de la palissade et revenir se placer aux côtés de son conducteur. Lors de la dernière phase, la section C, défense, nous voyons le chien chercher l'homme d'attaque dissimulé derrière un revière. Dès qu'il l'aura trouvé, il l'affrontera en aboyant. Puis le conducteur rejoindra son chien et fera avancer l'homme d'attaque. Lors de la tentative de fugue, il commandera au chien de le bloquer. L'animal attaquera impétueusement à la manchette. Le chien doit lâcher prise sur l'ordre de son conducteur.